Ouais, donc bonjour, on trouve du parquet industriel qui est, euh, qui est ce qu'on appelle sur champ. C'est-à-dire qu'en gros, ils prennent les chutes de bois, ils font des petits morceaux comme ça, et ils les déposent dans ce sens comme ça. Tac, ça fait des trucs très 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 résistants à l'usure, et c'est vendu donc sur des grosses plaques qui sont collées sur une espèce de trame. Là, on voit encore les trucs où ça a été mal enlevé. Donc ça coûte 25 euros le mètre carré et pour 25 euros, enfin 25-30 euros, vous avez en gros entre 800 et 1000 petits bouts de bois comme ça. Il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de tailles différentes. Il faut en prendre un qui soit très épais. Donc vraiment du parquet industriel, pas des imitations qu'on met chez soi. Et voilà, donc pour 25 euros, on a 900 bouts de bois. Moi j'en avais acheté plus que ça parce que j'ai trouvé une fin de stock chez un fabricant de parquet qui traînait dans un coin, il n'y avait même plus d'étiquette, je l'avais racheté ça en liquide. Et j'ai l'équivalent de 3 caisses comme ça de trucs. C'est les caplas les moins chers du monde. Je crois que pour 50 euros, j'ai dû en avoir 50, je crois que j'aurais filé 50 ou 100 euros en liquide. J'en ai eu, j'avais compté, j'avais pas loin de 10 000 petits bouts de bois comme ça. Ok, donc on a donné un coup de ponçage rapide. On voit qu'il y en a, voilà, par exemple ici, là, ça n'a pas été assez fait. On voit encore les marques de la scie. Donc il y a certains morceaux, là, celui-là, ce bout-là, il y a carrément du bois arraché. Donc c'est un peu n'importe quoi, mais globalement, j'ai trouvé voilà, des morceaux propres, comme celui-là, il est bien brillant, bien lisse. Ça va peut-être aller aussi. En bas, là, il y a encore les marques de la scie, mais dessus, ça a été poncé. C'est fait à l'arrache, mais là, le but, c'est vraiment de faire un maximum le plus vite possible pour tester. Je jetterai tous les bouts de bois qui ont l'air de pas être bons. Ok, donc j'ai tracé un trait ici à 33 mm du bord de ce bout de bois. J'ai les aligné avec la scie. J'ai donné un coup de scie pour vérifier que mon bord droit de la lame arrive bien sur le trait. J'ai un dixième d'écart, on s'en fout complètement dans ce cas-là. J'ai mis une butée qui arrive ici et qui est tenue par une pince rapide. Donc tout ça, c'est super rapide à faire. Et maintenant, je vais pouvoir les découper en série sans me poser de questions. Voilà, donc quand on découpe le bout de bois, on a les deux morceaux à 33 mm, c'est ce qu'il nous fallait, et on a la chute qui reste. Donc là, j'aurais pu me faire un outil pour l'amener, le tenir près de la lame. C'est hors de question déjà, la mettre mes doigts à 4 cm de la lame, c'est déjà beaucoup. C'est hors de question que je tienne le truc ici pour couper à 5 mm de mes doigts. Donc j'aurais pu me faire un outil avec genre un bout de bois comme ça et une cale dessous. Hop. Voilà, comme ça j'aurais tenu ici, loin de la lame.
mais qu'on va toujours utiliser les petits bouts de bois, je les ai gardés. Et un truc que je vais faire, c'est que je vais prendre une de ces lames de bois là dont j'ai plusieurs milliers, et je vais coller un bout de bois comme ça, en coller un autre ensuite ici, tac, et ça va me faire un autre gabarit, un peu comme celui que j'ai utilisé pour découper rapidement tout à la même longueur, mais pour percer. Voilà, donc là il y en a un qui est en début de collage. Alors, c'est absolument dégueulasse. Là, pour l'angle droit, par exemple, on n'a pas le droit de faire un angle droit comme ça. Mon angle, il n'est pas droit du tout, là. Normalement, ce qu'il aurait fallu, c'est prendre plusieurs bouts de bois comme ceux-là. Hop. On va mettre une série, les accrocher sur un autre plus gros bout de bois qui serait bien à 90 degrés, et puis après les passer au rabot. Donc déjà là, j'aurai des champs très propres et vraiment perpendiculaires à mes faces, chose que je n'ai pas là. Et ensuite, même chose, au moment de le coller, là on voit que le serre-joint, vous voyez, il y a un angle avec la tête, il ne force pas dans l'axe, c'est impossible là que mon angle soit resté droit, même si j'ai essayé de faire à peu près bien. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est les coller en les appuyant sur sur un bout de bois plus gros dont on sait qu'il est bien perpendiculaire et qu'on aurait mis ici, là, tac tac. On aurait pris un comme ça, un comme ça, et là ils auraient été collés bien perpendiculaires. Là aujourd'hui, je m'entraîne à faire des trucs rapidement et à l'arrache sans trop m'arrêter sur les détails. Donc c'est le but de l'exercice d'aujourd'hui, c'est que ce soit un peu dégueulasse. On va voir ce que ça va donner. Donc la colle a à peu près pris, j'ai passé, comme c'était comme bien dégueulasse, j'ai passé un coup de scie là, hop, comme ça, les deux niveaux ici, enfin, les deux extrémités sont bien niveaux et bien perpendiculaires, et du coup j'ai poussé un second petit bout de bois pour bien marquer l'angle. Et voilà, donc le gabarit là qu'on a fait est monté dans la perceuse colonne. Dessous, je mets un bout de bois parce que je perce avec des mèches métal. Donc en sortant du bois, ça va éclater le bois, ça va faire la sortie là du bois. Quand la mèche va arriver, hop, ça va éclater, ça va faire des échardes. Du coup là, comme je vais percer dans ce bout de bois, en fait ce bout de bois va retenir les morceaux de ce bout de bois là, celui que je suis en train de percer. Du coup, il n'y aura pas d'écharde. Et je vais pouvoir le remplacer. Si j'avais percé directement dans le gabarit, quand j'aurais fait après des petits trous, ça n'aurait pas marché. Donc là, en ayant ce bout de bois là en plus, je vais pouvoir remplacer à chaque fois, et pour chaque diamètre, je vais pouvoir percer sans écharde. Ici, là, j'ai positionné l'ensemble pour que la mèche, enfin le forêt, perce pile sur le traçage que j'ai fait. Et en fait, je vais percer, et quand j'aurai percé, premier trou, ensuite, hop, ça j'enlève, je retourne, je fais le deuxième trou, et j'ai le deuxième trou qui est parfaitement placé. Si mon truc et mon traçage était parfaitement au centre et bien symétrique, ça sera le cas ou pas, je m'en fous. De toute façon, à un millimètre près de précision, ça me suffit, et au moins je vais pouvoir aller très vite sans avoir besoin de tracer, de mesurer sur chaque bout de bois. Je vais pouvoir les percer en série. Un truc auquel je n'avais pas pensé, c'est que là je peux pas bouger le plateau, je peux pas le baisser parce que sinon ça va bouger, et je veux garder la même position du gabarit pour faire les autres trous. Du coup le forêt est trop long, là je ne pouvais pas le sortir. Donc j'ai fait un trou dans le gabarit ici, comme ça je pourrais sortir la mèche hop, à travers le gabarit et dessous. Et ça me servira aussi, comme ça la prochaine fois que je mettrai le gabarit, je mettrai juste la mèche de 10 dans le forêt, dans le mandrin, je descends, hop, je le centre, je le bloque avec la pince, et ça sera centré de la même façon à chaque fois. Ouais, donc en fait ça marchait toujours pas, le forêt est trop long pour passer par dessous. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'avais le gabarit en place ici, j'ai posé cette pièce de bois bien dans l'angle là, ici, comme ça il va être embuté, et va me servir à repositionner. En tenant le gabarit ici, en tenant cette pièce de bois là, je vais pouvoir aller pousser le gabarit là, le remettre en place et remettre la pince. Ok, on a quelques pièces, et donc là sur les parties, sur la chambre, la partie la plus grosse, on a fait 2 perçages, et du coup on a ce trou qui a une forme bizarre là,
qui devrait être un oblong, mais qu'on n'est pas un, puisque les deux cercles se rejoignent. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est au ciseau à bois, ici. Je sais pas si j'arrive à le faire en filmant. Voilà, on met le ciseau à bois comme ça, à peu près droit. On descend. Et voilà, on commence à faire un trou oblong à partir de ces deux cercles qui se touchent. Ok, donc on a quelques pièces. On voit que la première, en fait, ça n'a pas du tout marché. Le gabarit n'était pas bien centré, ou alors il a bougé, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est pas centré, c'est pas joli. Donc j'ai corrigé à la main, en fait, à l'œil. Là, on voit que c'était mieux en droite-gauche. En haut-bas, c'est encore un peu en diagonale. Et voilà, le troisième essai, ça commence à être bon en retouchant à la main. Donc j'ai décidé que c'était suffisamment bon et j'ai continué à percer comme ça. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai éloigné les deux trous. Ça sont l'entrée et la sortie d'air. Ça, c'est le calcul théorique qui disait qu'il y avait 3 mm. Avec les erreurs, j'ai fait plutôt 2,25 ou 2,50 là. Et j'ai peur que ce soit vachement proche, surtout que, comme on le voit là, il y a beaucoup de pores dans le bois. Donc le pore, c'est ces espèces de canaux là, dans lesquels circule la sève. Et quand les canaux vont passer là, ça va faire des petits trous. Et donc quand la membrane va venir se plaquer, et pour normalement boucher les trous, et ça va pouvoir passer de l'entrée vers la sortie en empruntant les petits canaux qui a, enfin le pore là, qui va passer sous la membrane. Du coup, j'ai pas tout à fait respecté ce que disait la théorie, je les ai un peu plus écartés, j'ai fait, je sais pas, il doit y avoir 4 mm, un peu moins de 4 mm à l'entrée des deux trous, et ça a l'air mieux. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ouais, il y a un truc, alors ça se voit pas sur toutes, mais par exemple si on prend celle-là, ça met au point. Voilà, là on voit le port donc, qui est sur le dessus, là ces canaux qu'on voit sur le dessus, mais en fait quand on les voit là, en fait il est tellement ouvert sur du chêne que l'air peut circuler. Donc là si on bouche et qu'on souffle, en fait il y a de l'air qui passe, qui part comme ça. C'est pas très grave dans mon cas, là on a juste à faire des tests, mais je les ferai plutôt en hêtre les prochaines. Voilà. Donc j'ai fait un premier test, ça marchait pas du tout. Donc là je le refais un peu plus correctement. Déjà on voit que le chêne c'est pas droit du tout, il y a de l'écart entre les deux bouts de bois, donc il y a des fuites partout. Donc là je sais pas si ça se voit, voilà, j'ai mis du scotch pour fermer. Là je mets la membrane, et donc sur la membrane ce que j'étais en train de faire c'était de la mettre là, de tenir sur les bords et appuyer en force avec le doigt comme ça, de façon à la déformer à l'intérieur, de façon à ce qu'elle prenne, ce qu'on va voir avec le reflet, qu'elle prenne cette forme. Et du coup, quand on va souffler, est-ce qu'elle se soulève plus facilement pour laisser passer l'air. Et donc là, je vais essayer avec mes deux mains, donc sans filmer, de mettre le bout de bois ici et de fermer avec du scotch. Ok, donc c'est assemblé. Et j'ai fait quelques trous ici. Donc si vous avez vu la vidéo, je présente au Defest. Il y a le capillaire normalement qui est le petit trou là qui rejoint la chambre, enfin qui rejoint l'arrivée ici, qui monte et qui envoie de l'air dans la chambre. Donc là ça imposerait d'aligner les trous. Vous avez vu quelle précision que j'ai là pour aligner un trou qui doit faire 1 ou 2 mm, enfin moins de 2 mm de diamètre, ça va pas être facile. Donc l'astuce c'est de passer une aiguille dans l'arrivée ici et de faire des trous directement dans la membrane. Et en fait, les trous dans la membrane jouent le même rôle que le capillaire, c'est-à-dire que quand je vais souffler ici, il y a un peu d'air qui va monter ici, qui va monter dans la chambre et qui va partir par ce trou. Donc en fait, il ne va pas se passer grand-chose et l'air va entrer là, sortir là. Par contre, si je bouge ce trou, l'air qui va passer par les trous de la membrane ici va faire augmenter la pression dans la chambre. Et la pression dans la chambre va venir plaquer la membrane qui est là et donc boucher le trou de la sortie ici. Pour tester, il faut souffler dedans, et pour souffler dedans, et c'est pour ça qu'on a percé à 6 mm, l'outil magique, la paille à boire. Voilà. Donc normalement ici j'aurais dû chanfreiner le trou. Ah merde, j'ai oublié, ces trous, ces pailles sont pas de la bonne taille, elles sont censées faire 6 mm, elles font 5,5. Du coup j'ai pas du tout d'étanchéité, donc il faut que je trouve il faut que je regarde si j'ai des pailles qui font la bonne taille, parce qu'on est dimanche, je peux pas en acheter. Donc, j'ai oublié de mesurer mes pailles avant de percer. J'ai percé un diamètre qui ne correspondait pas. Heureusement, la puissance du scotch, encore lui qui va nous sauver. J'ai enroulé la paille de scotch et ça passe dans le trou. Voilà, donc on va tester. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hop.
Hop, j'ai la paille dans la bouche. Si je souffle, il doit rien se passer. Tiens, ça doit sortir. Et si je bouche le trou de dessous, oh, ça passe pas du tout. Tiens, ça marche super bien. Alors, voilà, je sais pas si on va voir avec le téléphone. Ouais, on voit la membrane dessous. Quand je souffle là, quand je bouche le trou, en fait, on voit bien la membrane qui bouge et qui vient se plaquer. Et avec le téléphone, c'est pas évident. Mais... Voilà, donc il y a de l'air qui passe même quand je bouge pas le trou. Mais en tout cas, ça valide qu'on peut les fabriquer en série comme ça, que l'étanchéité est vachement importante, que le scotch ça sauve la vie. Et maintenant, ce qui reste à voir, c'est si j'arrive à les enchaîner, c'est-à-dire est-ce que le filet d'air qui sort par là, enfin, est-ce que la différence de la pression du filet d'air qui sort par là, quand je bouche ou quand je débouche le trou, et ben, il suffit à commander le trou de la vanne d'après, et du coup, est-ce que je peux les enchaîner? Mais du coup, maintenant que je peux les fabriquer en série, ça sera plus facile à tester.